Il a été convaincu. Il était convaincu que Jeanne était effectivement envoyée par Dieu et il a confié... Alors, le commandement militaire n'est pas donné à Jeanne, mais elle accompagne l'armée. On a un document où il est dit expressément que le comte d'Alençon, qui dirige l'armée, doit demander son avis à Jeanne. Je crois que le roi était profondément convaincu que Dieu était avec lui contre les Anglais. Il faut la voir comme un chef de guerre, dans le sens où son charisme, elle l'utilisait pour galvaniser les troupes, pour motiver les troupes tout simplement. C'était une sorte de porte-drapeau pendant les batailles, un emblème qui servait à motiver les troupes, mais pas seulement, puisque rappelez-vous, elle a quand même été blessée à Orléans notamment, ce qui semble quand même indiquer qu'elle participait malgré tout elle-même au combat également. En très peu de temps, elle s'est transformée en héroïne. Jeanne semble être une jeune fille extrêmement charismatique, c'est-à-dire que sur le champ de bataille, elle s'est montrée à la hauteur des enjeux. Elle est venue pour lever le siège d'Orléans, elle a mis la main à la pâte, elle a mis le pied à l'échelle, elle a été sur le front, elle s'est fait blesser, donc c'est pas simplement une jeune femme qui parle, c'est une jeune femme qui agit aussi. Elle impressionne visiblement son entourage. On a le cas d'un homme d'armes qui passe dans la rue près d'elle en jurant, et il faut imaginer des espèces de baraques qui sont habituées à se battre depuis l'âge de 14 ans, qui doivent être aussi larges que hauts et qui sont tout en muscles. Et elle le poursuit, lui tape dessus à coups de bâton, l'oblige à s'agenouiller dans la boue de la rue dans laquelle les habitants évidemment vidaient leur pot de chambre le matin et faire une petite prière pour demander pardon. Donc elle est tout à fait en mesure de s'imposer à ces gens. Et elle les ramène au combat, elle les galvanise et donc elle leur renvoie à la victoire. Elle leur fait prendre d'abord la Bastille Saint-Loup, qui est un petit ouvrage à peine défendu. Bon, ça leur remonte un peu le moral. Ensuite, elle les emmène à prendre les tourelles, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus gros. Et là, ils le prennent aussi, mais ils peuvent le faire, mais simplement, ils n'osent pas. Le 7 mai est le grand jour où les tourelles sont tombées et où Jeanne d'Arc a été acclamée par la foule. Et puis la grande fête, c'était le 8 mai, quand toute la ville a été libérée. Énorme victoire, et donc à ce moment-là, ils sont prêts à décrocher la lune. Elle n'a jamais mis la main sur son épée. Elle n'avait au combat que son étendard. Avant de partir au combat, elle priait longuement. Elle pleurait tous ses morts. Le premier combat, elle a été d'une tristesse en voyant tous ces morts. Et elle ne partait pas au combat sans demander à tous ces hommes de son armée de se confesser, c'est-à-dire de se préparer à la mort s'il était nécessaire. Quand Jeanne avait écrit sa fameuse lettre aux Anglais pour leur dire « vous n'êtes pas à votre place ici, vous en allez », elle leur avait dit ceci « je suis chef de guerre ». Elle leur avait même annoncé « si vous ne voulez pas m'écouter, eh bien vous allez voir ce que vous allez prendre ». Elle se trompe, la petite, en disant « je suis chef de guerre ». Personne, à Chinon, personne ne considère que Jeanne est un chef de guerre. Vous vous rendez compte, en fait, c'est une gamine, elle ne sait rien à l'art de la guerre, les capitaines sont là pour faire la guerre, et elle n'est responsable absolument d'aucune force militaire. Qu'est-ce qu'elle est, Jeanne, dans la pensée de ceux qui vont l'utiliser? Elle est un fétiche, je vous l'ai dit. Elle est une espèce de preuve tangible que Dieu est Armagnac. Il y a encore des crédules, il y a des tas de gens d'imbéciles, enfin des petits gens qui croient à des inspirations divines, et bien c'est une arme psychologique qu'on leur envoie. On leur envoie une fille qui vient de la part de Dieu pour leur dire « vous êtes dans votre bon droit, vous allez voir ce que les autres vont prendre ». C'est un convoi qu'on envoie, un convoi de ravitaillement. Ce n'est pas un secours militaire. Du reste, les gens d'Orléans ne demandent pas de secours militaire. Ils ne demandent pas de secours militaire parce que vous savez, les mercenaires, ça se paye. Et alors, quand on verra arriver des soldats qu'il faut encore nourrir et entretenir à Orléans, on n'en a absolument pas envie. J'ajoute que les gens d'Orléans sont extrêmement nombreux, qu'il y a beaucoup d'hommes là-dedans, pas même d'hommes de guerre simplement, mais des hommes qui ont reflué des villages environnants dès que les Anglais ont mis le siège, et il y a des gens qui sont parfaitement en état de se battre. Donc on n'a pas besoin de combattants, mais on a besoin tout le temps de ravitaillement. Yolande, la fameuse belle-mère active, Yolande de Sédenier avait déjà envoyé plusieurs fois des colonnes de ravitaillement à Orléans. On a réussi tout de même à les faire entrer. Et cette fois, on va envoyer une colonne exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'il y aura des masses de têtes de bétail, vous allez voir, enfin je vais donner des chiffres, et puis il y aura en plus l'arme psychologique, enfin l'arme secrète, qui est Jeanne d'Arc. Elle fait partie du stock. Elle est à l'intérieur du convoi. Quand on nous raconte, certains historiens nous disent, elle avait une maison militaire. Absolument pas. Simplement, pour l'honorer, on lui a donné un intendant qui s'appelle Dolon. On lui a donné 2 pages, dont l'un s'appelle Louis de Coute, C-O-U-T-E-S. Louis de Coute.
et Raymond, et puis elle a son chapelain personnel. C'est pas qu'elle y tenait, vous savez, cette espèce de Jean Pasquerel, ce moine, intriguant du reste, un peu suspect. Ce moine s'est attaché au pas de Jeanne en sa qualité d'aumônier particulier ou de chapelain. C'est pas une maison militaire. Jean Chartier, qui est le chroniqueur officiel de Charles VII, écrira ceci. Furent chargés en la ville de Blois des charretées de blé, vivres et armes, et réunis grand nombre de bœufs, moutons, vaches, pourceaux. Un point. Alors, Jeanne prit son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une centaine, il y aura même, paraît-il, plus, de chariots. Il y a 400 têtes de bétail. Et Jeanne, là-dedans, ben, c'est une cowgirl, vous comprenez? Elle apparaît au milieu d'une foule de bêtes à sabots. Elle a entouré de bœufs et de moutons, et de cochons aussi. Et comme elle tient beaucoup à un côté religieux de sa mission, et qu'elle a convoqué un certain nombre d'ecclésiastiques avec des bannières pieuses, son départ ressemble bien plutôt à une espèce de transhumance agrémentée de cantiques. Mais elle se persuade toujours qu'elle est à la tête de ses soldats, ils ne sont pas nombreux, ils sont 200, 300, et que quand on va arriver avec elle, avec ce survoltage, si vous voulez, qu'elle a de force surnaturelle en elle, même avec ses 300 soldats, on va essayer de balancer les Anglais. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Jeanne se trompe elle-même sur la mission dont on la charge. Son rôle sur le champ de bataille est toutefois sujet à controverse. Certains experts pensent qu'elle s'est réellement battue à l'épée et qu'elle est devenue un véritable chef. D'autres la voient plutôt comme un porte-drapeau qui gonflait le moral des troupes. Lors de son procès, elle aurait d'ailleurs affirmé qu'elle préférait ne pas se battre. Elle a déclaré que lors des attaques, elle ne lâchait pas sa bannière pour ne tuer personne. Mais les spécialistes sont d'accord sur un point, Jeanne d'Arc était en première ligne.